Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 58e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va donc passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine et aussi de la semaine précédente, vu que j'avais pas eu le temps de m'en occuper dimanche dernier. Mais avant ça, on va revenir rapidement sur deux titres dont j'ai déjà parlé précédemment. Le premier, c'est Zorro d'Entre les Morts de Sean Murphy, qui est sorti chez Urban Comics. Alors, j'avais présenté la VO il y a 15 jours, pour parler des deux versions sorties chez Urban, une version couleur et une version noir et blanc. Et ce que je savais pas à l'époque, j'avais pas vu passer l'info, c'est qu'il y a également une troisième version qui est disponible, et c'est celle-ci. C'est l'édition Pulps Comics, qui en fait reproduit les planches originales de Sean Murphy. Donc, sans les dialogues, juste le dessin de Murphy. Alors, ça veut donc forcément dire que, pour lire l'histoire, c'est pas cette édition qu'il vous faut. Et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est que, même si cette version n'a pas de dialogue, ils ont quand même laissé les crédits du traducteur, et même, à la fin, on a les crédits du lettreur, les studios MACMA. Donc, cette édition spéciale, c'est vraiment une édition à réserver aux amoureux du dessin de Sean Murphy et qui ont déjà lu le récit par ailleurs. Là, c'est strictement pour le plaisir des yeux. Et j'avoue quand même que j'aime vraiment beaucoup ça. Alors par contre, j'ai pas eu de bol, parce que mon exemplaire, il est quand même arrivé salement amoché. Et pourtant, en plus, le bouquin était a priori bien protégé, avec un double cartonnage. C'est pas les emballages de merde en papier buvard de chez Amazon. Là, c'était du carton solide, et malgré tout, pas de bol. Gros dégâts sur le bas des couvertures, avant et arrière. Alors j'ai prévenu Pulps, et on va voir comment ça se règle. Et je vous tiendrai au courant. Alors, une chose encore à noter à propos de Zorro d'Entre les Morts, c'est que on aura droit prochainement à une 4e édition qui s'appelle la Masterclass Edition, et qui est désormais annoncée pour le 4 octobre prochain. Alors, il me semble que Urban n'a pas encore communiqué sur le contenu de cette version, mais on peut raisonnablement penser qu'elle sera similaire, voire identique à la Masterclass édition américaine, qui était proposée au moment du financement sur le Kickstarter de Murphy, qui était vendue quand même $200. Là, la VF, elle est annoncée à 50 €. La pagination annoncée, c'est la même, c'est 192 pages. Et donc, on devrait avoir, en plus, par rapport aux autres éditions, des croquis, des études, des planches annotées, et ce genre de choses. Alors, je suis pas sûr d'aller dessus. Là, ça va peut-être commencer à faire beaucoup, mais je pense que je verrai quand le bouquin sera dispo. Quoi qu'il en soit, pour en revenir donc à cette édition Pulps, elle est vendue 35 €. Je sais pas quel est le tirage. Si ça vous intéresse, à mon avis, il vaut sans doute mieux pas trop traîner. À noter qu'avec l'album, on a droit à une jolie lithographie signée par Sean Murphy. Et puis, en bonus, en fin de volume, hop, on a droit à quelques vraiment très belles couvertures signées Joe Quesada, Walt Simonson, et tous les deux en plus dans un style qui, je trouve, évoque quand même pas mal celui d'Alex Toth. On a aussi du Dustin Nguyen, du Dan Panosian, et puis évidemment du Sean Murphy aussi. Bon, après on a aussi droit à la pub pour la série télé, comme c'est le cas aussi dans les éditions Urban.
Le format, c'est le même que les éditions Urban, c'est du 21 par 32 cm, mais ici avec un dos toilé. Et donc cette édition est vendue à 35 €. Un autre titre dont j'ai déjà parlé, mais sur lequel je voulais revenir, c'est Kali, de Daniel Friedman et Robert Samlin. Alors, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de ce titre, et en particulier du travail assez incroyable de Robert Samlin. Et puis, en même temps, je m'étais quand même étonné du prix auquel iComics le vend, 25 € pour un format comics classique. Et en fait, c'est encore pire que ce que je pensais. Et merci aux spectateurs de la chaîne qui m'ont parlé de la VO. Parce que j'avais juste vu que la VO chez Dark Horse était vendue 30 $, et j'avais pas cherché plus loin, et j'avais opté du coup pour la VF qui revenait un petit peu moins cher. Ouais. Sauf que la VO, c'est du grand format. C'est du format 21 par 32 cm, comme le Zorro, alors que la VF, c'est du 17 par 26. Alors, je vais pas m'énerver, je vais pas pousser de coup de gueule. Là, j'avoue que je suis au-delà de ça. Je trouve ça pathétique. Je trouve le boulot de iComics pitoyable. Vraiment. On a un bouquin dont la qualité première, c'est quand même les planches de Robert Samlin. Et forcément, en grand format, t'en prends encore plus plein les yeux. Et qu'est-ce que fait iComics ? Il publie une version petit format. Franchement, à ce niveau d'incompétence et de choix merdique, moi j'aime plus les mots. Alors, je me doute bien que chez iComics, ils se sont pas dit waouh, c'est trop beau, vous savez quoi, pour mettre idéalement bien en valeur les planches de Samlin, on va les publier dans un format plus petit. Alors, ils sont quand même pas totalement débiles non plus. J'imagine qu'ils ont fait des calculs et des estimations pour le sortir dans ce grand format, et qu'ils ont dû arriver à un chiffre de vente qui leur a paru prohibitif. Je sais pas combien. 35 €, 40 €, j'en sais rien. Mais voilà, j'imagine que ça s'est passé comme ça. Mais, encore une fois, Urban propose des bouquins grand format, avec une pagination identique, à 20 €. C'est le cas par exemple de Hitomi, qui est sorti fin juin, 144 pages, 20 €. Et une boîte comme iComics est pas capable de s'aligner sur ses prix. Je rappelle juste que iComics, c'est Brajlon, et Brajlon, aujourd'hui, c'est Hachette, et Hachette, c'est Vivendi. Et un géant de l'édition a pas les épaules assez solides pour proposer une édition française à la hauteur de l'édition américaine, sans déconner. Mais vous savez quoi, si vous n'êtes pas capable de faire le job comme il faut, le faites pas, laissez d'autres éditeurs le faire à votre place. Bref, je vais pas m'énerver. En ce qui me concerne, ça c'est juste le dernier clou dans le cercueil de iComics. Parce que non seulement leurs bouquins sont trop chers, mais en plus ils sont même pas à la hauteur de l'édition originale. Donc, cette édition, elle va dégager. Et pour la suite, je veux même plus entendre parler de cet éditeur. C'est terminé. Changeons de sujet, et venons-en quand même aux dernières sorties françaises. On va commencer par quelques titres sortis fin juin. On va aller très vite, j'y reviendrai plus en détail dans les prochaines semaines. Chez Futuropolis, sortie du 2e et dernier tome des Éphémères de Jeff Lemire. Alors, celui-ci, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je me garde ça pour plus tard. D'ailleurs, je vais d'abord relire le premier avant d'enchaîner avec celui-ci. Et j'en ferai probablement une vidéo dédiée, plutôt début août, quand j'aurai un peu plus de temps. Un autre titre sur lequel je reviendrai prochainement, c'est Avengers, le jour du jugement dernier, chez Panini, chez Epic Collection. Alors celui-ci, je l'ai déjà lu par contre, et j'ai commencé à travailler sur la vidéo.
Mais il y a beaucoup de choses à en dire. Je suis en train d'accumuler les notes et d'essayer de mettre un peu tout ça à plat. Au sommaire, on a les derniers numéros d'Avengers écrits par Roger Stern, les numéros 278 à 285. On a la mini-série X-Men contre Avengers, écrite elle aussi par Roger Stern, sauf la fin, et dessinée par Marc Silvestri. On a une histoire en 2 parties, parue dans Avengers Annual numéro 16 et West Coast Avengers Annual numéro 2. Et puis enfin, on a le graphic novel Emperor Doom, qui était autrefois paru chez Lug sous le titre Fatalis Imperator, par David Michelinie et Bob Hall. Donc, celui-ci, j'y reviendrai en détail d'ici une semaine ou 2. Dernière sortie de fin juin en ce qui me concerne, encore un truc fait pour les vieux archivistes comics comme moi, c'est le volume 2 des Superman Chronicles de 1988. Alors, j'ai un énorme retard de lecture sur les différents Chronicles. Je compte bien sur mes vacances d'été pour essayer d'écluser un peu tout ça. Donc, ça, je me pencherai là-dessus au mois d'août. Vieillerie toujours, mais là, on arrive aux nouveautés de la semaine. L'intégrale Avengers 1983-1984. Donc là, on revient aux Avengers de Roger Stern, mais cette fois au début de son travail sur la série. C'est la deuxième intégrale qui couvre cette période, avec donc les numéros 236 à 245 d'Avengers, qui sont dessinés par Al Milgrom avec Joe Sinnott à l'ancrage. On a aussi l'annual numéro 13, qui lui est dessiné par Steve Ditko, mais ancré par John Byrne. Et puis on a en début la mini-série Hawkeye, écrite et dessinée par Mark Grunwald. Ça aussi, ça rappellera des souvenirs aux vieux lecteurs de Lug. C'était paru à l'époque en récit complet Marvel. Et c'est une période des Avengers que j'aime bien et que j'avais vraiment envie de relire. Alors j'ai commencé à lire l'intégrale précédente, et là encore, je pense que j'y reviendrai plus en détail d'ici quelques semaines. Quoi d'autre ? Tankers de Robert Venditti et Juan Roserip, sorti chez Bliss Comics. Et c'est donc le troisième titre de chez Bad ID que Bliss publie en France, après L'œil d'Odin et Pirate Queen, dont j'ai déjà parlé. Et donc, c'est le même grand format 21 par 32 cm. C'est vraiment une très belle édition sur un très beau papier, à 24€ pour 112 pages. Donc, c'est sans doute un poil cher, surtout comparé à ce que peuvent proposer Urban ou Delcourt au même format. Mais bon, là par contre, on parle d'un petit éditeur indépendant, donc c'est quand même compréhensible qu'ils puissent pas s'aligner sur les prix des gros éditeurs. Pas comme qui vous savez. Et donc, Tankers, de quoi ça parle ? Ça parle de dinosaures. Alors en fait, au départ, on a une grosse compagnie pétrolière qui s'appelle Greenloaf Oil, qui constate que les réserves de pétrole sont en train de s'amenuiser, et pour trouver de nouvelles ressources, ils ont une idée génialement débile, ou débilement géniale, c'est comme vous voulez, c'est d'envoyer une équipe à la préhistoire pour dévier le météore qui doit percuter la Terre et éradiquer les dinosaures. Comme ça, du coup, les dinosaures survivent
quelques millions d'années de plus, et leurs cadavres produiront davantage de pétrole en se décomposant, et on aura donc davantage de gisements à exploiter dans le temps présent. C'est d'une logique aussi absurde que imparable. Et donc, on envoie une équipe sur place dans le temps, protégée par une équipe de mechas armés jusqu'aux dents, qui vont massacrer du dinosaure le temps de mener à bien la mission. Et ça va charcler dans tous les sens. Et puis, évidemment, tout va pas se passer aussi bien que ce qui était prévu. Alors, on le voit, le principal but du scénario, voire son unique but, c'est quand même de mettre en scène de la grosse baston entre militaires suréquipés et surarmés et des dinosaures. Et pour ça, il faut reconnaître que Juan José Ripes, c'est quand même un excellent choix. Quoique, pour être tout à fait honnête, je l'ai connu en meilleure forme qu'ici. Juan José Ripes, c'est un artiste qui s'est fait sa réputation en gavant ses planches jusqu'à la gueule de 12 milliards de détails, souvent très sanglants. C'est un dessinateur dont le style fait pas mal penser à celui de Geoff Darrow, sans avoir jamais atteint la même qualité, mais en donnant quand même à voir de belles choses. Et ici, je suis un poil déçu. Et en fait, je crois que c'est avec les couleurs de Andrew Dollhouse que j'ai un problème. Je trouve qu'elles mettent pas en valeur les planches de Ripes. Je trouve qu'elles ont tendance même à estomper son dessin, à atténuer la puissance de son trait. Et il me semble que les détails de ces planches ont l'air de se noyer dans un rendu un peu flou. Et là, pour le coup, j'aimerais vraiment voir les planches de Juan José Ripes en noir et blanc pour pouvoir comparer, parce que j'ai vraiment l'impression que avec les couleurs, on perd quelque chose. Alors, ça reste quand même assez chouette visuellement. Le côté spectaculaire est quand même très présent, mais vraiment, niveau couleur, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur de casting et que le travail de Dollhouse ne convient pas aux planches de Ripes. Côté scénario, alors ça vole sans doute pas très haut, mais Robert Venditti, il joue plutôt bien avec les paradoxes temporels et le genre de bordel que peut engendrer en fait une telle opération. Et donc, du coup, ouais, ça donne un truc quand même assez fun. Alors, clairement, c'est pas une lecture que je vais classer dans les indispensables, mais si vous aimez la grosse baston avec des explosions et des geysers de sang dans tous les sens, et si comme moi, ça vous fait marrer de voir des dinosaures se faire massacrer par des gros durs, et de voir des gros durs se faire massacrer par des dinosaures, je pense que vous devriez y trouver votre compte. Tankers est donc sorti chez Bliss Éditions, 112 pages au format 21 par 32 cm. La traduction, elle est de Florent de Gletagne, et l'album est donc vendu 24 €. Passons chez Urban et la collection Indies, avec le premier tome de Barbaric, de Michael Morrissey et Nathan Gooden. Alors, celui-ci, j'ai pas encore eu le temps de le relire. J'y reviendrai peut-être prochainement. Barbaric, c'est l'histoire d'un barbare et de sa hache buveuse de sang, et qui est même carrément accro au sang, et un barbare qui est obligé de faire le bien autour de lui à cause d'un sortilège que lui ont jeté des sorcières. C'est plutôt fun, c'est assez chouette graphiquement. J'avais trouvé ça plutôt sympa à la première lecture, et je vais me relire ça, et je vais voir si je trouve 2-3 trucs un peu plus pertinents à en dire la prochaine fois. En attendant, Urban le propose au prix de lancement de 10 € jusqu'au 5 octobre prochain. Tout ça pour un album de 104 pages, au format 17 par 26 cm.
Dernier titre en ce qui me concerne, c'est un nouveau volume de Bone. La série de Jeff Smith, un volume intitulé Big Johnson Bone et autres contes oubliés. Enfin, nouveau volume à moitié seulement. En fait, Delcourt a déjà publié une partie des récits au sommaire dans Big Johnson Bone contre les Ragaru. Alors c'est pas tout jeune, ça date de 2000. Donc ça a presque un quart de siècle, cette version. Bone, il faudra quand même qu'on en reparle un jour, ça reste une de mes séries préférées. Et qui est disponible en deux versions. On a une version en noir et blanc, qui est similaire à la version originale de la série, qui est disponible chez Delcourt en une grosse intégrale. Et puis, il y a une version couleur, qui est sortie par la suite, et qui, elle, est dispo chez Delcourt en 9 tomes. D'ailleurs, j'ai vu que Thierry Mornay a annoncé qu'ils viennent de réimprimer tous les volumes de cette version couleur. Alors, il faudra vraiment que je parle plus en détail de Bone un de ces jours, de Bone, Funny Bone et Smiley Bone, les trois cousins. Mais bon, là, on va rester sur les aventures de Big Johnson Bone, qui est un personnage mythique de cet univers et dont on se raconte en fait les histoires autour du feu. Et c'est exactement comme ça que cet album commence. Et on va donc nous raconter la naissance du personnage, et ben comment par exemple, à peine né, il va carrément défoncer un ours polaire pour s'en faire un manteau. Et on va nous raconter ensuite comment il a remporté année après année le concours du plus gros mangeur de tourtes, et comment au passage il a rencontré l'amour. Et puis, dans un second temps, on va avoir droit donc à la réédition de sa grande aventure parue dans Big Johnson Bone contre les Ragaru. Cette fois une réédition en couleur, puisque la première édition c'était en noir et blanc. Et Big Johnson Bone, c'est un personnage, on est entre mythe et mytho, qui en fait passe son temps à raconter les innombrables aventures qu'il a connues, sans qu'on soit tout à fait certain qu'elles lui soient réellement arrivées. Est-ce que c'est le plus grand aventurier de tous les temps, ou est-ce que c'est le plus gros mytho de tous les temps, ou est-ce que c'est peut-être un petit peu des deux? On saura pas. Mais voilà, dans cette histoire, il va venir en aide aux animaux de la forêt, qui sont menacés par les Ragaru, qui sont venus s'installer sur leur territoire. Et ça va donner une histoire d'aventure qui est vraiment très très chouette, où on se marre beaucoup. À la fois le scénario, les dialogues et le dessin de Jeff Smith, qui sont quand même d'une efficacité assez imparable. Et donc ouais, c'est vraiment un pur bonheur de lecture. Ça se lit vraiment à tous les âges. Comme les meilleurs Picsou de Karl Barks ou de Don Rosa, c'est vraiment une merveille. En fin de volume, on a aussi une aventure inédite qui se déroule juste après la fin de Bone, la fin de la série, et qui se passe en fait au moment où les trois cousins Bone rentrent chez eux, et où ils vont avoir en fait quelques petits soucis de transport. Ça, c'est une histoire qui est relativement récente, que Jeff Smith avait publiée aux États-Unis en 2016 pour fêter les 25 ans de la série. Et donc, on a une histoire qui est relativement simple, qui fonctionne avant tout sur les interactions entre les trois personnages principaux, plus Bartleby, le bébé Ragaru qui accompagne les trois cousins. Et pour découvrir les personnages principaux de la série, et pour découvrir vraiment l'esprit de la série, même si l'histoire se déroule après le récit principal, il me semble que c'est pas une mauvaise porte d'entrée.
Même si, alors forcément, il vous manquera quelques références à des situations ou à des personnages qui apparaissent pas dans cette histoire proprement dite. Mais toutes les qualités des créations de Jeff Smith sont là. La caractérisation de ces personnages, leur côté hyper expressif, et puis le storytelling qui, quand même, à lui tout seul, est vraiment un modèle du genre. Bref, vraiment, lisez Bone, c'est, en ce qui me concerne, une des toutes meilleures bandes dessinées, tous genres confondus. Ce nouveau volume est donc paru chez Delcourt, dans une traduction d'Anne Capuron. Il fait 160 pages au format 17 par 26 cm et au prix de 17,50 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.